Nous allons aborder directement l'introduction générale, comme j'avais mentionné au départ, que son objectif c'est de présenter les concepts principaux et de les définir. Mais avant de rentrer dans les détails de l'introduction générale, il y a normalement un test qui était prévu et l'objectif de ce test c'est de mesurer vos connaissances en management, c'est-à-dire de voir est-ce que vous avez quelques connaissances requises ou vous n'avez pas de connaissances, quel est votre niveau de connaissances en management. Ça c'est très important parce qu'il va vous permettre aussi à la fin de ce séminaire, quand on va refaire le test, de comparer au début et à la fin de ce séminaire, est-ce que vous avez acquis un certain nombre de connaissances en management qui sont très importantes. Donc il y a un test qui est prévu sur la mesure de degré de connaissances de management. Alors l'introduction générale a pour objectif de répondre à un certain nombre de questions que peut-être vous allez déjà commencer à poser. Comment concevoir le management dans le long terme? Quels sont les outils opérationnels à mettre en œuvre pour apprécier durablement si vous voulez, la contribution des collaborateurs? Est-ce que manager les hommes et les femmes, c'est aussi recueillir et faire fructifier leurs idées pour innover, pour évoluer, pour développer la capacité d'adaptation, pour développer les savoir-faire? Est-ce qu'on peut considérer que le manager est un artisan et est un artiste? Et là, j'ouvre une parenthèse et je vous recommande d'aller lire le livre de Patricia Pitcher qui a fait une étude sur le profil des managers. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étude, mais c'est quand même un livre très impressionnant que je trouve très important et il s'intitule Artistes, artisans et technocrates dans nos organisations, méthodialité du management. Et là, Patricia Pitcher, qui a fait son travail sous la direction du professeur Henri Menzberg, sur le fait d'identifier quel est le meilleur profil du manager qui va piloter correctement, d'une manière efficace, une entreprise. Et là, il a dressé, si vous voulez, le profil de 3 types de managers qui sont les artistes, les artisans et les technocrates. Et également, Henri Menzberg, dans son livre, que je vous recommande également à lire, c'est très important, qui s'appelle de vrais managers, pas des MBA. Tout à l'heure, je reviendrai un petit peu sur la problématique abordée par le professeur Menzberg au niveau de ce livre, quand il a parlé d'une nouvelle démarche méthodologique pour enseigner le management. Et je me suis inspiré un petit peu de ces recommandations et de ce livre pour essayer d'élaborer ce cours. Et nous allons répondre à cette question. Est-ce que le manager doit être un artiste, ou doit être un artisan, ou doit être un technocrate? Et quelle est la différence, bien entendu, entre ces deux profils? À partir de ces explications et de ces écrits, manager, on peut déjà dire que manager une organisation, c'est enseigner aux autres et leur proposer les règles de conduite pour essayer de canaliser leur énergie, maîtriser leur impulsivité afin de rendre leur travail performant. Et à partir de là, le management d'une manière générale, qui est sujet de notre discussion aujourd'hui, consiste à organiser les situations et à les anticiper afin de s'approvisionner de façon à prendre en charge les autres pour constituer un groupe solidaire. Alors, elle ressort rapidement de ces 2 ou 3 premières définitions. Et là, je vous recommande d'aller voir ces livres pour plus de profondeur et plus de détails. Il ressort de ces définitions que le management, c'est aussi l'art et la manière qu'ont les managers de diriger les affaires. Et quand on parle de l'art et la manière, automatiquement on parle de la personne. Et quand on parle de la personne, on parle de sa façon de faire. Et vous allez tout de suite comprendre que derrière la façon de faire se cache une personnalité. Et il y a plusieurs recherches scientifiques qui ont bien justifié qu'il existe une relation très importante entre le comportement et la personnalité, du moment où le comportement c'est la face visible de la personnalité. C'est pour cela
quand nous allons aborder les styles du management, c'est-à-dire la façon et la manière avec laquelle les managers traduisent les principes du management dans le quotidien, dans la réalité, eh bien, il y a une forte présence de la personnalité qui influence ces styles de management. Et là, je m'arrête un petit peu pour vous proposer une définition, c'est vrai, qui est très simple et générale du management, que nous allons petit à petit approfondir. C'est-à-dire, ça sera, si vous voulez, cette définition, elle sera le fil conducteur de tout ce séminaire, parce que, à mon avis, il a repris tous les principes fondamentaux du management, toutes les activités principales du management, et ces définitions, il considère le management comme étant le processus spécifique qui consistant en activités de planification, d'organisation, d'impulsion et de contrôle visant à déterminer et atteindre les objectifs définis grâce à la mobilisation ou grâce à l'emploi des ressources humaines et la mise en œuvre d'autres ressources. Très bien. Alors, il ressort de cette définition 3 ou 4 concepts fondamentaux que je vous demande de bien retenir, parce que c'est les concepts que nous allons essayer d'approfondir. Premier concept, le processus. Deuxième concept, les activités. Troisième concept, les objectifs. Et quatrième concept, les ressources, toutes catégories confondues, bien entendu, ressources humaines, ressources financières, ressources organisationnelles, etc. Donc je répète, 4 concepts phares ressortent de cette définition sur lesquels nous allons bâtir et construire tout ce séminaire. Le processus, je l'expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Les activités, c'est-à-dire planification, organisation, direction et contrôle. Les objectifs, sachant bien qu'il y a une démarche très importante, une démarche scientifique pour définir un objectif qu'on doit différencier du but et de la finalité. Ça, c'est des petits détails, mais qui sont très importants, raison pour laquelle j'ai demandé au départ que pour suivre ce séminaire, vous devez avoir quand même un minimum de connaissances requises, parce qu'il y a un certain nombre de concepts techniques dont il faut principalement connaître le contenu. Donc, objectif, peut-être si le temps le permet, ou bien en présentiel, je vais revenir sur ces petits détails. Il y a la technique SMART pour définir un objectif SMART. C'est un objectif spécifique, mesurable, A, accepté, R, réaliste ou réalisable, et T, le temps. La variable temps, elle est très importante. Donc, processus, activité, objectif et ressources, dont les ressources humaines occupent une place centrale et une place très importante. Voilà, si vous voulez, une définition simple, c'est vrai, clair, certes, mais très significatif, que nous allons essayer de développer au fur et à mesure. À partir de cette définition, on peut d'ores et déjà dire que le management a un objectif. Comme disait un grand auteur, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre. Ça veut dire l'objectif, si vous voulez, c'est la direction. Pour tracer des objectifs ou définir des objectifs, c'est préciser la direction que l'entreprise doit emprunter. Le management est le domaine d'action. Ça veut dire que le management, ce n'est pas uniquement les activités ou les principes que je viens d'évoquer, mais c'est tout un domaine d'action où il y a plusieurs autres intervenants. Comme les conditions, comme les ressources, comme même un aspect très important. Et ça sera un niveau beaucoup plus avancé au management quand on va rajouter dans l'explication du management la variable culture, où nous allons parler du management interculturel ou du rôle de la culture dans le management. Ça fait partie de domaine d'action du management. Le management est une activité, non une personne ou un groupe de personnes. Donc, la réussite du manager ou la réussite du management, ce n'est pas uniquement lié à la personne, mais c'est lié à plusieurs autres facteurs et les facteurs qui reprennent un petit peu les activités principales du management qui vient d'être mentionné. Le management se réalise par, avec et à travers les efforts d'autres personnes. Donc le travail ou la réussite du manager et du management, c'est lié à plusieurs personnes ou c'est déterminé par plusieurs
plusieurs facteurs. Maintenant, une deuxième question qui s'impose, que peut-être vous allez poser, vous auriez droit de la poser, c'est légitime, mais c'est une question très importante. Pourquoi aujourd'hui le management est nécessaire? Pourquoi vous êtes là pour étudier le management? Comment peut-on justifier la nécessité du management? Autrement dit, est-ce qu'effectivement le management apporte une valeur ajoutée à l'entreprise? Est-ce que la réussite du management, si vous voulez, est expliquée par la réussite de l'organisation de l'entreprise, est expliquée par la qualité du management? Bien entendu, si le management est aujourd'hui enseigné dans les grandes universités, dans les grandes écoles du commerce, il y a énormément d'MBA et de formations très poussées, très avancées en termes de management, c'est parce qu'effectivement le management est très intéressant. Et là encore, je vous recommande d'aller lire le livre de Henri Mansberg sur les vrais managers, des vrais managers, pas des MBA. Et là, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, pour répondre à cette question de la nécessité du management, il se fait tout simplement de regarder le nombre d'études qui est très élevé, je n'ai pas le chiffre exact, qui ont justifié que la faillite de plusieurs entreprises, je pense que c'est une étude qui parle de 80% d'échecs d'entreprises, elle est due à l'incompétence des managers. C'est-à-dire la raison principale de l'échec de plusieurs entreprises, c'est un problème du management. Ce n'est pas les ressources financières, ce n'est pas même les ressources humaines, c'est la manière avec laquelle il faut manager ces ressources humaines qui pose problème. Donc voilà une raison assez importante qui explique qu'aujourd'hui le management il est nécessaire et le management effectivement peut permettre à l'entreprise d'aller de l'avant et de réussir. Deuxième raison, c'est que le seul apport des capitaux et de technologies n'assure pas le développement de l'entreprise. Donc si une entreprise réussit, ce n'est pas parce qu'elle a de l'argent, ou si une entreprise réussit, ce n'est pas parce qu'il est très développé sur le plan technologique. Si une entreprise réussit, c'est parce qu'il a effectivement tout cela, mais il a un bon management. La deuxième question principale, après la nécessité du management, c'est quelle est la différence entre le gestionnaire et le manager. C'est vrai que le gestionnaire et le manager, ils ont tous les deux la tâche fondamentale de créer et de maintenir un environnement dans lequel les individus qui travaillent ensemble peuvent accomplir correctement leur mission et réaliser leurs objectifs. Mais dans la pratique, il y a quand même quelques différences entre un gestionnaire et un manager. Les gestionnaires, ils ont la responsabilité de prendre en mesure l'aspect technique et de permettre aux individus d'apporter leur contribution à la réalisation des objectifs. Ainsi, le gestionnaire, si vous voulez, il doit créer un environnement interne susceptible de favoriser un haut niveau de rendement, c'est-à-dire un environnement propice qui va permettre aux collaborateurs en interne de l'entreprise de réaliser facilement leurs objectifs. Alors là, lorsqu'on parle d'un environnement propice, ça comprend plusieurs facteurs. Ça comprend déjà une adéquation entre le profil du poste et le profil de candidat, une clarification des missions, les moyens nécessaires que la réalisation du travail exige. Et le manager, si le gestionnaire, si vous voulez, s'occupe de cet aspect technique opérationnel dans l'exécution du travail, le manager doit évoluer aussi bien en interne qu'en externe. Ça veut dire qu'il doit avoir un œil sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, mais également il doit avoir un œil à l'extérieur de l'entreprise. Ça veut dire qu'il a la responsabilité de suivre l'environnement et son évolution. Ainsi, le manager doit s'adapter de façon constante et dynamique à l'évolution de l'environnement. Quelque part, l'une des missions du manager, c'est de surveiller l'évolution de l'environnement et de chercher les solutions qu'il va commencer à mettre en place à partir de son équipe. Et de cette manière, le gestionnaire, je peux dire qu'il a un pied à l'intérieur de l'entreprise et un pied à l'extérieur de l'entreprise. Donc il doit surveiller
et suivre le travail de gestionnaire qui s'occupe des aspects opérationnels et techniques de l'exécution du travail, mais également il ne doit pas oublier ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Surtout aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, il est beaucoup plus important que ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Troisième question, troisième concept qui mérite une clarification dans cette introduction générale. Donc nous sommes toujours au niveau de l'introduction générale, nous sommes toujours au niveau de la présentation des concepts principaux. Je vais quand même vous rappeler pour que vous puissiez suivre à travers la définition que je vous ai proposée concernant le concept du management. Donc la troisième question, est-ce que le management est un art ou une science? Alors là, effectivement, c'est une question, je ne vais pas dire très complexe, mais qui mérite beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'explications. Alors, en tant que science, oui, parce que c'est un corps d'objectifs et de connaissances qui représente ce que la réflexion au management a produit de meilleur. Donc, dans les principes du management, où la théorie managériale, c'est le résultat de la production scientifique, c'est-à-dire les principes auxquels plusieurs processus de recherche scientifique ont abouti en termes de définition, en termes d'explication, en termes d'apport aussi de la recherche par rapport à cette question. Donc, si le management s'enseigne aujourd'hui dans les universités, c'est parce que quelque part, c'est l'aboutissement de plusieurs recherches scientifiques sur cette thématique. Sachant bien que le management, c'est le thème le plus étudié et le moins compris. C'est un peu comme le bonhomme de neige, hein. On trouve toujours ses traces, mais personne ne l'a jamais vu. Plusieurs articles, je dirais même plus de 1000 articles scientifiques sur le management, mais ça reste toujours un mystère, ça reste toujours un domaine un peu plus flou qui mérite davantage d'investigation, davantage de recherche. Donc, je dirais, cette abondance de la littérature en management fait qu'effectivement, il y a un aspect scientifique derrière qui rend l'activité managériale est une activité scientifique. Est-ce que c'est un art? Je dirais oui, du moment où il y a une aptitude créatrice personnelle doublée d'une aptitude à obtenir des résultats. Donc un bon manager, quelque part, c'est quelqu'un qui a des habiletés personnelles qui vont lui permettre de mettre en place au moment opportun les meilleures pratiques du management. Donc le côté art, si vous voulez, il est traduit par l'expérience du manager et par sa touche personnelle à travers ses habiletés personnelles. Donc la réponse à cette question, est-ce que le management est un art ou une science, c'est les deux à la fois. Là je donne comme exemple, je me réfère aux travaux de Patricia Pitcher et je me rappelle très bien dans le dernier paragraphe de son introduction générale, si vous voulez, il a résumé un petit peu ces trois aspects côté art du management et côté scientifique quand il disait: si vous avez un rêve à réaliser, prenez un rêveur. Si vous avez un besoin de réalisme, prenez un sage. Si vous avez une corvée à accomplir, prenez un calculateur. Si vous avez les trois besoins en même temps, prenez une équipe et maintenez chacun à sa place. Et par rêveur, sage et calculateur, il voulait dire artiste, artisan et technocrate. Alors les technocrates, c'est un peu l'aspect scientifique et les artistes et les artisans, ils traduisent un peu le profil des artistes et des artisans, ils traduisent un petit peu ce côté art du management, encore une fois je le répète, où les habiletés et les aptitudes personnelles sont très importantes. Donc conclusion, c'est que le management est à la fois un art et une science. Et ce côté scientifique, illustré par les théories qui sont très connues, les théories managériales, qui permettent de classifier les connaissances pertinentes dans un domaine. Et là encore, je voulais juste attirer votre attention sur ces aspects qu'on peut
un peu revenir au processus de recherche scientifique pour justifier encore ce caractère scientifique du management. Alors, la réponse à ces 3 ou 4 questions fondamentales ils vont nous amener ou conduire vers, si vous voulez, la définition du processus du management qu'on vous voyez sur le schéma suivant. C'est que le management, et je reviens à la définition de tout à l'heure, il a besoin des ressources pour réaliser les objectifs à travers la mise en place d'un certain nombre d'activités. Comme vous voyez sur ce schéma, il y a les ressources de base qui sont les systèmes, les moyens humains, matériels, machines, les méthodes, la monnaie et le marché. Et puis les fonctions fondamentales, ce qu'on peut appeler aussi les activités principales du management qui composent ou qui constituent le processus en lui-même, qui sont la planification, la direction, l'organisation et le contrôle. Donc l'agencement entre ces activités qui constituent le processus signifie dans ce schéma que ces activités sont interreliées. Et le processus, ça veut dire que le management est composé de plusieurs composantes dont l'influence est mutuelle. Ça veut dire chaque composante influence une autre. Ça veut dire la planification, l'influence la direction influence l'organisation influence également la direction, ainsi de suite. Donc il y a une relation d'échange mutuel entre ces composantes pour réaliser les objectifs. Alors, juste une petite définition de ces concepts avant d'aller plus loin, c'est que la planification, c'est de décider à l'avance ce qui sera fait, par qui il sera fait, comment il sera fait et quand est-ce qu'il sera fait. Donc planifier, c'est de définir bien à l'avance un peu ce que je viens de dire, ce qui va être fait, comment, par qui et quand est-ce qu'il va être fait. L'organisation, là encore, c'est un concept trop large qui mérite beaucoup d'explications, mais juste on va le résumer. Parce que quand vous allez revenir aux travaux d'Henri Mansberg sur l'organisation, eh bien vous allez trouver que pour lui l'organisation en tant que structure, pas en tant que technique. Parce que quand on parle de l'organisation en tant que technique, on parle automatiquement de l'organisation du travail et de la mise en place des procédures. Donc pour lui, je cite toujours Mansberg parce que j'estime que c'est une référence très importante et c'est quelqu'un qui a une démarche méthodologique très importante qui a fait ses preuves et qui lui a permis bien évidemment d'élaborer ce qui est très connu ou ce qui a fait la renommée du Mansberg, à part les rôles du manager, les configurations organisationnelles. Pour lui, une organisation est composée de la division et de la coordination du travail, de la départementalisation et de la liaison entre les départements, et puis la problématique ou la question du pouvoir dans les entreprises ou dans les organisations, puis les buts de l'organisation et les facteurs contextuels. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un autre sujet, mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que le concept de l'organisation, il est très riche, il est très vaste, et voire même des fois il est très compliqué. Donc, pour le management, ça englobe tout cela, mais nous allons le résumer pour dire qu'on entend par organisation comme activité du management le fait de concevoir et de maintenir le système, à travers bien entendu ce que je viens de vous rappeler comme principe. Et puis la direction comme activité principale est une fonction qui relève principalement des relations interpersonnelles. Donc là on touche directement à la dimension humaine de l'organisation, qui sont où on touche directement aux ressources humaines dans l'entreprise ou dans l'organisation. Et bien évidemment, le contrôle qui est clair à mon avis. Et le contrôle, c'est de vérifier tout simplement est-ce que tout ce qui a été planifié a été fait, a été réalisé ou non. Voilà, si vous voulez, un peu le complément de processus du management
à travers la présentation de ses activités fondamentales ou de ses activités principales. Je pense également qu'il est très important, avant de rentrer dans les détails du concept, pardon, de rappeler la différence entre le manager et le leader, puisqu'on a rappelé tout à l'heure la différence entre le manager et le gestionnaire. Il y a également une différence entre le manager et le leader. Si le manager gère la complexité par la planification et la budgétisation, il fixe les objectifs à atteindre dans un futur proche et en établissant des étapes précises qui vont lui permettre la réalisation de ses objectifs par la mobilisation des ressources, etc. Eh bien, le leader, il oriente l'entreprise dans le sens d'un changement constructif. Que le leader, si vous voulez, c'est quelqu'un qui doit avoir non seulement un œil sur l'extérieur de l'entreprise et sur l'intérieur de l'entreprise, comme c'était le cas tout à l'heure du manager, mais je pense que le leader doit consacrer beaucoup plus de temps à ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise et moins de temps à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Quand vous allez faire des recherches sur le leadership, eh bien vous allez trouver que le leader doit avoir un certain nombre de qualités. Et là, je fais référence à une célèbre étude de Kozes and Posner, qui ont fait une recherche qui avait pour objectif de définir les caractéristiques ou les qualités d'un leader. Là encore, c'est une étude disponible et je vous recommande d'aller la regarder, Kozes and Posner, sur le leadership. Alors, ces deux auteurs américains, ils ont fait une étude sur 1 million de personnes. Leur objectif était d'identifier quelles sont les qualités d'un manager. Alors, dans la première phase, ils ont identifié 125 qualités. Alors, après avoir trié ces qualités, c'est-à-dire de supprimer celles qui existent, etc., ils ont arrêté la liste à 125. Ensuite, ils voulaient savoir quelles sont les principales qualités qui sont stables dans le temps, c'est-à-dire qui ne changent pas. Et là, ils ont identifié 5 qualités qui sont stables. Ça veut dire qu'on trouve chez les leaders, mais qui ne changent pas avec le temps. Pendant, je ne sais pas, une trentaine d'années, ils ont fait l'étude et ils ont remarqué que ces qualités sont stables, c'est-à-dire qu'on les retrouve chez les leaders. Et là, vous allez être surpris. Les 3 premières qualités n'ont rien à voir avec les études. Et là, faites attention, ça ne veut pas dire que les études ne sont pas très importantes. Non, c'est pas ça. Mais sont beaucoup plus liées à la construction de la personnalité de l'individu. Alors, la première qualité d'un leader, c'est qu'il faut qu'il soit crédible. Et c'est honnête. C'est quoi la crédibilité? La crédibilité, c'est de commencer par soi-même. Si vous voulez demander aux gens d'être corrects, vous devez l'être vous-même. C'est-à-dire vous devez donner l'exemple. Vous devez commencer par vous-même si vous voulez que les gens vous suivent. Et ça, c'est le cas du manager. Je pense qu'un bon manager, un bon leader dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. S'il veut que ses collaborateurs le suivent, et d'ailleurs, je n'ai pas donné tout à l'heure la définition de leadership, c'est la capacité de mener les gens vers la réalisation des objectifs. Et tout de suite, un concept très important ressort de cette définition, la capacité. La capacité, est-ce qu'elle est acquise ou elle est innée? Ça veut dire qu'on peut devenir un leader si on ne l'est pas, à travers le développement de ses capacités, ou la capacité, elle est innée, on ne peut pas la développer. Et bien évidemment, la réponse à cette question, elle est très simple. La capacité, chez certaines personnes, elle est innée, chez certaines personnes, elle est acquise. Donc si vous n'êtes pas leader, vous pouvez le devenir, sachant bien qu'il y a certaines personnes dont les capacités sont limitées. Ça encore, c'est un autre sujet que je ne vais pas aborder parce que ça va nous demander beaucoup plus de temps. Donc je reviens aux qualités du manager, de leader. La crédibilité, la vision. Un leader doit être un visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter dans le futur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de voir quelque chose qui va arriver que les autres
personnes ordinaires ne sont pas capables de voir. Troisième qualité, c'est d'inspirer confiance. Alors regardez, crédibilité ou honnêteté, vision, inspirer confiance. Et la quatrième qualité, c'est la compétence. Un minimum de compétence est très très important et nécessaire. Et puis la cinquième et dernière qualité d'un leader, c'est l'intelligence. Là aussi, un minimum d'intelligence est très important. Il y a des exemples et des tests que nous allons aborder au niveau de séminaires présentiels. Alors, il est clair aujourd'hui qu'il y a une différence entre le gestionnaire et le manager. Il y a une différence entre le manager et le leader, et dans la présentation vous allez trouver beaucoup plus de détails. Si je dois résumer ces différences entre gestionnaire, manager et leader, je dirais le gestionnaire il fait l'administratif et le leader doit innover. Le gestionnaire c'est une copie et le leader c'est un original. Le gestionnaire maintient et le leader développe. Le gestionnaire concentre son attention sur les systèmes et la structure et le leader doit concentrer son attention sur le personnel et sur les ressources humaines. Le gestionnaire exerce un contrôle serré et le leader il inspire confiance, etc., etc. En fait, la liste il est un peu plus longue et cette liste il est issue, si vous voulez, du travail de Patricia Pitcher que j'avais cité au début et qui a fait un excellent travail sur la définition du profil du bon leader. Voilà, si vous voulez, pour l'introduction générale qui nous a permis de faire le tour des concepts principaux qui structurent le processus du management et puis également de répondre à un certain nombre de questions qui me semblent très importantes pour la compréhension de ce qui va venir par la suite en termes d'autres chapitres.